TLS. Ok, très bien, mais TLS, qu'est-ce que ça nous apporte réellement avec HTTP? Donc en fait, ça va nous apporter un mécanisme de confidentialité qui va jouer, enfin qui va être là grâce au chiffrement symétrique. Ça va nous apporter une clé de session de chiffrement symétrique à l'aide du chiffrement asymétrique, et ça va nous apporter deux mécanismes de certification et de contrôle de l'intégrité des messages. Alors, ça peut être un peu rude comme ça, mais on va les prendre une par une. Le chiffrement symétrique, c'est la plus vieille forme de chiffrement qu'on connaisse, qu'on connaisse en fait. On en trouve des traces moins 2000 avant Jésus-Christ en Égypte. César l'a pas mal utilisé. Il a donné son nom à un des algos. Et du coup, c'est un chiffrement qui est assez fort. En fait, il est dit à clé privée, parce qu'en fait, il y a une seule clé qui est partagée entre tout le monde. Et cette clé, une fois que, enfin, si à 128 bits, elle est considérée comme déjà très forte, à 512, actuellement, c'est considéré comme inviolable. Et donc du coup, comment ça fonctionne? C'est tout bête. Alice veut envoyer un message à Bob, elle aimerait bien le sécuriser, et on va partir du postulat que Bob et Alice partagent une clé en commun. Alice va chiffrer son message à l'aide de cette clé, envoyer le message chiffré à Bob, Bob peut le déchiffrer à l'aide de la clé, et du coup lit le message. C'est cool. C'est un algo qui est très, enfin c'est des algos qui sont très rapides, puissants et résistants. Comme dit, si la clé est assez forte, du coup, et personne ne va pouvoir brute forcer votre clé. Par contre, il est faillible parce qu'en fait, toutes les personnes qui veulent participer à la conversation chiffrée, ils vont partager la même clé en fait. Donc si vous avez une personne malveillante dans le lot, c'est fini en fait, elle va pouvoir déchiffrer tous vos messages. Et c'est encore plus faillible dans le sens où il va bien falloir passer cette clé à tout le monde. Et si vous la passez en clair, il se peut qu'il y ait quelqu'un de malveillant qui va récupérer votre clé et pouvoir lire tous vos messages chiffrés. C'est pour ça que TLS va apporter un système d'échange de la clé à l'aide du chiffrement asymétrique. Alors, le chiffrement asymétrique, c'est un poil plus récent du coup, et c'est un concept qui est attribué à Diffie et à Hellman en 1976. Et lui, il va faire le distinguo entre les données publiques et les données privées. C'est d'où le terme asymétrique en fait. Là où tout était privé tout à l'heure, là du coup, on va se retrouver avec du public et du privé. Donc comment ça se passe? Donc Alice veut toujours envoyer son message à Bob, mais là Bob, il a généré lui-même ses clés en fait. Il a généré une clé privée, donc c'est le seul à la connaître, et une clé publique qu'il la diffuse à tout le monde. Alice, ce qu'elle fait, c'est qu'elle récupère la clé publique de Bob, elle va chiffrer son message à l'aide de cette clé, envoyer le message chiffré à Bob, qui lui va être le seul à pouvoir la déchiffrer, parce qu'il faut utiliser la clé privée pour déchiffrer le message. Le chiffrement asymétrique, il a aussi un deuxième truc qui est plutôt cool, c'est qu'il va apporter un mécanisme de signature qui va permettre à Bob d'être certain que c'est bien Alice qui lui a envoyé un message. Et donc là, du coup, le postulat, c'est qu'Alice, elle a aussi généré ces deux clés. Alice, elle va prendre son message, le signer à l'aide de sa clé privée, envoyer le message signé à Bob. Alors, le message de base, ça peut être aussi un message chiffré, hein, du coup, il n'est pas forcément en clair. Et Bob, quand il va récupérer le message, il va récupérer la clé publique d'Alice et vérifier que la signature est bien celle d'Alice. Et là, pour le coup, ensuite, il va pouvoir après lire le message en se disant que c'est bien Alice qui a envoyé le message et que personne n'a intercepté ce message. Le chiffrement asymétrique, il va répondre à la problématique de tout à l'heure. La distribution, elle est sécurisée et tout le monde a sa clé en fait. Donc du coup, si on ne veut pas envoyer un message chiffré à quelqu'un, il n'y a pas de problème. Du coup, de toute façon, il ne pourra pas déchiffrer les autres messages. Par contre, c'est un chiffrement qui est relativement lent et lourd parce que c'est basé sur des méthodes de calcul qui sont un poil lourdes. Du coup, c'est ça qui fait qu'on pourrait se dire qu'on peut utiliser tout le temps ce chiffrement pour échanger tous nos messages, mais du coup, ça va demander un peu de ressources. Donc du coup, on se retrouve avec deux types de chiffrement, un qui est rapide mais du coup un poil faillible, et l'autre qui est lent mais qui est infaillible. Du coup, TLS, en fait, il s'est dit que ce qu'on n'a qu'à faire, c'est le moment d'échange de la clé, on va utiliser le chiffrement asymétrique en fait. Donc là, on remplace le message par une clé. Donc Alice, ce qu'elle fait, c'est qu'elle génère une clé de chiffrement symétrique. Elle va récupérer la clé publique de Bob, chiffrer sa clé, envoyer la clé chiffrée à Bob qui a des chiffres. Et là, à ce moment-là, en fait, Bob et Alice partagent une clé de chiffrement symétrique en commun et vont pouvoir démarrer une conversation à l'aide des algos de chiffrement symétrique qui sont beaucoup plus rapides et moins coûteux en ressources. Donc là, on vient de faire un rapide tour sur comment TLS sécurise les messages. Je disais que TLS aussi, il apporte un mécanisme de certification à l'aide d'une chaîne de certification et de signature. Donc du coup,
ce qui va se passer, c'est qu'on va contacter des serveurs et chaque serveur va présenter un certificat. Le certificat, il faut le considérer comme une espèce de carte d'identité numérique qui va présenter un certain nombre d'informations et qui va nous assurer qu'on est bien connecté au serveur auquel on veut se connecter. Ce certificat, il est signé par des tiers de confiance en fait. Internet est vraiment basé sur la confiance, en fait l'internet sécurisé du moins est basé sur la confiance. Et à la toute base d'Internet, on a des Certificate Authority root, enfin des CA root, des CA racines qui sont là. Et ces certificats, ils vont permettre de signer d'autres certificats. Alors ces certificats, ils signent jamais les certificats serveurs, ils vont signer des certificats intermédiaires. Et ceux-ci peuvent signer d'autres certificats intermédiaires pour au final signer un certificat serveur. Et du coup, c'est bien tout ça qu'on appelle la chaîne de certification qui va nous permettre de faire confiance au serveur auquel on se connecte. À quoi elle sert la signature de ce certificat? En fait, elle rend le certificat authentique. On sait que c'est bien une personne qui a signé le certificat et qu'authentifie le certificat. Elle rend le certificat infalsifiable. La signature, elle est donc, enfin, c'est la signature qui est infalsifiable plutôt. La signature, en fait, elle est infalsifiable parce que du coup, elle utilise la clé du tiers de confiance qui signe, en fait, et elle est non réutilisable. En fait, cette signature, on va le voir, elle est intrinsèque à votre certificat et du coup, on ne peut pas prendre la signature et la poser sur un autre certificat. De facto, le certificat, il est aussi inaltérable parce que du coup, il est fortement lié à la signature. Et tout ça, c'est irrévocable. Une fois qu'on vous a signé votre certificat, en fait, du coup, la personne ne peut plus dire: «Ah non, finalement, moi, j'arrête de signer». Vous avez votre signature, un peu comme un vrai document, en fait, hein, dans la vraie vie. Donc comment ça se passe? Là, on va prendre l'exemple de Let's Encrypt, qui est une autorité de confiance intermédiaire. Donc vous avez votre certificat. Let's Encrypt, ils vont hacher les données du certificat. Alors du coup avec du MD5 si mes souvenirs sont bons. Ça c'est des données qui sont publiques en fait. Elle va prendre le hash, elle va le chiffrer à l'aide de sa clé privée. Et c'est le résultat de ce chiffrement qu'on va considérer comme étant la signature. Et elle va la poser sur le certificat. Et donc du coup on se retrouve avec un certificat signé. Ça, c'est ce que le client TLS va récupérer en se connectant au serveur. Et le client, il va faire deux choses. Il va récupérer la signature, récupérer la clé publique de Let's Encrypt, déchiffrer, récupérer le hash. Et dans un second temps, il va récupérer les données du certificat, calculer le hash à l'aide de l'algo de hachage qu'on connaît, et il va comparer les deux hashes. Si les deux hashes sont identiques, on va considérer que le certificat n'a pas été altéré et on peut faire confiance au serveur auquel on se connecte. Donc du coup, il va vous laisser passer. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce certificat, en fait, au final? Il y a pas mal de choses, mais il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Il y a le CN, le nom commun, c'est l'identifiant de votre serveur. Donc la plupart du temps, c'est le nom de domaine de votre serveur. Et du coup, il est associé à des SAN, donc des noms de sujets alternatifs. Et ça, c'est la liste des noms de domaine qui vont pouvoir être étendus en fait à votre serveur. En fait, si vous avez plusieurs noms de domaine, vous pouvez avoir qu'un seul certificat. Ça devient la norme en fait. Ça devient juste le CN, c'est juste un identifiant et les SAN sont vraiment la liste de vos noms de domaine. Il a une date de validité. Il a toutes les informations qui sont liées à l'émetteur, du coup, donc le nom de l'émetteur, mais aussi les Authority Access Information qui vont permettre au client TLS d'aller récupérer les données, donc entre autres la clé s'il connaît pas, s'il n'a pas en mémoire les données sur l'émetteur. Et bah, du coup, le plus important, c'est qu'il va contenir la clé publique de votre serveur, ce qui va permettre de tranquillement démarrer l'échange sécurisé. Et donc finalement, comment ça fonctionne HTTPS? Donc là, on va partir d'un postulat. On a un client qui veut contacter un serveur et donc faire des requêtes avec lui. Le serveur, on va se dire qu'il a un certificat signé par un tiers de confiance que le client connaît. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la PKI HTTPS. Le client, il va démarrer avec une première requête qu'il va envoyer au serveur, donc le client hello. Cette requête, elle contient 3 informations. Toutes les versions de TLS que le client connaît. Alors, on passe sur le fait que TLS a plein de versions, mais du coup, on a l'information. Il va informer au serveur aussi tous les algos de chiffrement qu'il maîtrise et il va lui filer un nombre random. Alors, ce nombre random, il va servir à générer la clé de chiffrement tout à l'heure.
Le serveur, il récupère ça, il va envoyer non pas une requête au client, mais 3. Le serveur hello qui va contenir la version de TLS qu'il a choisie, l'algo de chiffrement qu'il a choisi et un autre nombre random. Il va lui envoyer aussi une requête avec son certificat. Et il va lui dire hello done pour dire qu'il a terminé le hello. À ce moment-là, il peut aussi envoyer une 4e requête pour demander au client de lui présenter lui aussi un certificat. Alors, dans ce cas précis, c'est plus du TLS, mais c'est du Mutual TLS, du MTLS. Ça permet de rajouter une petite couche de sécurité supplémentaire. C'est pas le cas là, mais on pourrait envisager. Le client, il va du coup lire le certificat, comme on a vu tout à l'heure. Il va en extraire la clé publique du serveur. Il va générer, alors je vais prendre un énorme raccourci, mais il va générer une clé de chiffrement du coup, à l'aide des nombres random. Il va la chiffrer et il va envoyer finish. Le serveur, lui, à l'aide de sa clé privée, va pouvoir déchiffrer la clé de chiffrement. Et une fois que tout ça c'est fait, il envoie au client finish. Ça, c'est la partie de TLS qu'on appelle le TLS check. Donc du coup, le serveur et le client se sont serrés la main, ils se font confiance et ils vont pouvoir démarrer leur conversation. Et donc là, c'est aussi simple que le client génère un message, le chiffre avec la clé de chiffrement qu'il a généré. Le serveur reçoit le message, la déchiffre et ainsi de suite en fait. Ça, c'est la partie de TLS qu'on appelle le TLS record. Et c'est terminé, donc du coup on a vu comment TLS fonctionnait et je vous remercie. On a 48 secondes si, si j'ai pas été assez clair. Merci beaucoup. Merci bien.